Dans ma précédente vidéo, j'ai décrit, en prenant l'exemple de l'empereur Matthias Ier, le déroulement du processus qui conduisit à son élection royale et impériale le 13 juin 1612. Je me propose maintenant d'évoquer le sacre et le couronnement de ce même empereur qui s'effectua à Francfort 11 jours plus tard, soit le 24 juin 1612. Pour cela, j'utiliserai principalement les gravures qui furent réalisées lors de l'avènement de cet empereur à la tête du Saint-Empire romain germanique. Rappelons d'abord que jusque 1562, le sacre et le couronnement ne s'effectuaient pas à Francfort, mais à Aix-la-Chapelle, dans la chapelle de l'antique palais de Charlemagne, où étaient situés son tombeau et son trône. C'est assis sur ce trône que l'empereur élu était couronné. En 1562, l'empereur Maximilien II, une fois élu, se fit également sacrer et couronné à Francfort, établissant de fait une tradition que son fils Matthias suivit, ainsi que tous les autres empereurs qui lui succédèrent. Quelque temps avant la date de la cérémonie, il était nécessaire de transférer les régalias, ces insignes impériaux qui devaient servir lors du couronnement. Ils sont figurés sur une gravure figurant l'empereur Sigismond. Parmi eux, citons ceux que porte normalement l'empereur. La couronne impériale, actuellement conservée à Vienne, et une autre couronne dite de Rodolphe II, l'orbe et le sceptre, le grand manteau et l'étole, ainsi que les gants et les chaussures, le glaive dit de Charlemagne. Deux grandes épées sont aussi incluses dans le rituel du couronnement. Depuis 1424, les régalias sont conservées à Aix-la-Chapelle et Nuremberg. Elles sont transférées à Francfort dans un somptueux cortège. Ce cortège est représenté sur une gravure de 1790 au moment du couronnement de l'empereur Léopold II. Les régalias sont transportés dans un chariot recouvert d'une teinture rouge ornée de l'aigle impérial. Tout autour, 4 chevaliers sont chargés de sa garde. Feuilletons maintenant les diverses gravures qui racontent le couronnement de l'empereur Matthias. Cette première gravure représente à nouveau la place du Romer. À l'extrême droite, on aperçoit le Rathaus, l'hôtel de ville. Sur la place est érigée une baraque en bois où cuit un bœuf entier. Un tas d'avoine a été posé sur le sol. Quant au bassin de la fontaine de justice, il a été empli d'outres de vin. Ces 3 lieux, pour l'instant gardés par des soldats, seront symboliquement associés au couronnement. L'empereur élu, Matthias, chevauche sous un dais porté par des bourgeois de la ville. Il porte la couronne de roi des Romains et est encore vêtu de son manteau électoral. Le nouvel empereur est précédé des électeurs laïcs, portant 3 des plus importantes régalias. L'électeur de Saxe, qui porte aussi le titre honorifique d'archi-maréchal du Reich, porte la grande épée. L'électeur palatin, archi-sénéchal, porte l'orbe, et le représentant de l'électeur de Brandebourg, en tant qu'archi-chambellan, porte le sceptre. Les 3 électeurs cléricaux, les archevêques de Mayence, Trèves et Cologne, ne sont pas présents dans ce cortège. On peut penser qu'ils attendent l'empereur à la porte de la collégiale Saint-Barthélemy, où aura lieu le couronnement. Comme lors de l'élection, le cortège est encadré d'hallebardiers. Des soldats, armés de mousquets posés sur les fourquines, ainsi que des cavaliers, forment une haie d'honneur. On ne dispose pas de gravures relatant les 3 premières phases des cérémonies du couronnement. Je les rappellerai ici succinctement.
prestation de serment de l'empereur de gérer l'empire selon les prétextes de l'Église, onction avec l'huile sainte, habillage de l'empereur qui est revêtu des habits impériaux dans une salle séparée. L'empereur est alors conduit devant l'autel où officie l'archevêque de Mayence. Comme le montre la gravure, cet autel est dressé devant le jubé qui sépare la nef et le chœur. Par les portes du jubé, on aperçoit les stalles qui encadrent le chœur. Sur les hauts piliers de la nef ont été tendues des tapisseries accrochées sur ces piliers. Les trois électeurs laïcs tiennent les attributs impériaux, la grande épée, le sceptre et l'orbe, qui seront remis à l'empereur. Celui-ci, vêtu du manteau impérial, est agenouillé devant les trois électeurs ecclésiastiques. Ce sont eux qui tiennent la couronne et la posent conjointement sur la tête de l'empereur. La couronne choisie est celle de Rodolphe II. L'archevêque de Mayence est vêtu de ses ornements épiscopaux. Par contre, les deux autres archevêques ont conservé le costume électoral. La dernière phase du couronnement, figurée sur cette gravure, montre l'empereur sur son trône, recevant l'hommage des principaux dignitaires du Saint-Empire et armant chevaliers certains d'entre eux. À ce moment, Mathias porte tous les regalia qui dénotent sa nouvelle stature impériale. C'est ce que montre en particulier son portrait, datant de l'époque de son couronnement. À noter que sur ce portrait, il porte la couronne du Saint-Empire et non celle utilisée pour son couronnement. La gravure suivante représente le retour de l'empereur sur la place du Romer. Le cortège se dirige vers la salle du premier étage du Rathaus, devant laquelle aura lieu une nouvelle cérémonie traditionnelle avant que se déroule le festin du couronnement. Lors de ce retour, l'empereur est à pied sous son dais. Il porte la couronne et le manteau impérial. Devant lui marche l'archevêque électeur de Trèves, puis les trois électeurs laïcs portant l'orbe, le sceptre et la grande épée. Derrière l'empereur suivent les archevêques de Cologne et de Mayence. À l'extrême gauche, selon une coutume traditionnelle, un des participants du cortège, à cheval, jette des pièces de monnaie aux spectateurs. Ceux-ci n'hésitent pas à rompre le cortège des hallebardiers pour recevoir quelques pièces. On les voit qui tendent leur chapeau autour du cavalier. Inquiet du risque, un soldat a orienté son arme vers la foule des quémandeurs. Alors que l'empereur vient de rentrer dans la grande salle du premier étage du Rathaus, se déroule sur la place une cérémonie mettant en scène les électeurs laïcs. Les titres honorifiques qu'ils portent correspondaient en effet à d'anciennes fonctions destinées à pourvoir aux besoins matériels de l'empereur. Ainsi, le maréchal avait pour tâche de s'occuper des chevaux, le sénéchal d'approvisionner en nourriture la table du souverain, les chansons de servir le vin. Le jour du sacre, les électeurs laïcs retrouvaient symboliquement ces anciennes fonctions. C'est ce que montre la gravure. Le duc de Saxe, archimaréchal, remplit un seau d'avoine pour les chevaux de l'empereur. Le comte palatin, archi-sénéchal, a été prélevé un morceau de la viande du bœuf ayant cuit dans la baraque construite sur la place pour servir la table de l'empereur. Il tient 2 plats à la main et est suivi de serviteurs portant d'autres plats, dont un comporte un volatile reconstitué et un autre est pourvu en viande. Quant à l'aiguillère de vin, prélevée dans une des outres de la fontaine, elle est portée par le représentant du margrave de Brandebourg,
qui agit en guise d'archi et chanson. Ces plats se retrouvent sur la table de l'empereur, qui dîne seul devant une table surmontée d'un baldaquin. Comme le veut la coutume, cette table est surélevée de plusieurs marches, témoignant du fait que l'empereur est devenu un être à part. De part et d'autre, le long des dressoirs qui exposent de la vaisselle, sont alignées 6 tables réservées aux électeurs. 2 de ces tables sont inoccupées. L'une est celle de l'électeur de Bohême, vacante, puisque celui-ci est devenu empereur. L'autre est celle du représentant du margrave de Brandebourg, qui n'étant pas électeur en personne, n'a pas le privilège de manger là. Le 7e électeur, l'archevêque de Trèves, mange au centre de la salle, face à l'empereur. Pour ce repas, les 2 murs de la salle sont masqués par de grandes tapisseries. Sur la tribune, dressée au-dessus de la porte, des musiciens jouent de la trompette. Les 2 tables vacantes sont sur cette gravure chargées de nourriture. Ce n'est pas le cas sur une autre gravure. Celle-ci montre aussi que d'autres tables sont dressées dans la salle pour les seigneurs présents lors du couronnement. Pendant que le repas se déroule dans la grande salle du Rathaus, la place du Romer est le théâtre d'un spectacle surprenant. Les gens présents reçoivent en effet le droit de se partager tout ce qui reste après que les officiers impériaux aient prélevé la part de l'empereur. Ainsi, la gravure montre des hommes emplissant des sacs d'avoine pour les porter chez eux. Quant à la baraque dans laquelle on cuisait le bœuf, elle est complètement démontée après que l'on ait dépecé l'animal pour se partager la viande. Ainsi, la gravure montre des gens en portant des poutres sur leur dos. Ce partage occasionne des bagarres, comme on le voit sur la gravure, à propos d'une poutre disputée entre 2 paires de protagonistes. Autour de la fontaine se déroule un spectacle joyeux. Les outres contenant le vin blanc et le vin rouge ont été mis en perce. Le vin jaillit et s'écoule dans 2 baquets pour que tous puissent se servir. La plupart des gens tentent plutôt de remplir des cruches directement à partir du jet. D'autres sont même montés sur la margelle de la fontaine. Sur celle-ci est posé l'emblème impérial, l'aigle à 2 têtes. Les gardes et les soldats présents laissent faire. Le couronnement d'un empereur doit être une fête pour tous. La gravure permet aussi de voir un nouvel aspect de la place du Romer avec des maisons à colombages. De nombreux spectateurs se pressent aux fenêtres. C'est pour les propriétaires des maisons une source de revenus car les emplacements aux fenêtres sont loués, souvent très chers. Après le repas sont organisées des joutes. Sur cette gravure est montrée la course à l'anneau. Le cavalier doit, en pleine course, enfiler le bout de la lance dans un anneau tendu par une ficelle entre 2 poteaux. Bien entendu, l'empereur est montré réussissant l'épreuve. 2 autres gravures montrent les 2 derniers événements de la journée. D'abord est figuré le pas de danse effectué par l'empereur et son épouse, peut-être en guise d'ouverture du bal. La disposition des membres présents obéit à une séparation des sexes rigoureuse. Les hommes sont assis sur des chaises le long du mur, tandis que les dames sont toutes assises sur des gradins situés à droite. Enfin, eut lieu un feu d'artifice tiré d'un château construit sur un radeau de bois flottant au milieu du Main. 2 jours plus tard, le 26 juin 1612, eut lieu le couronnement en tant qu'impératrice consort de l'épouse de Mathias, Anne d'Autriche-Tyrol. Ce couronnement fut semblable à celui de l'empereur et se déroula à la collégiale Saint-Barthélemy. On dispose de 3 gravures montrant ce couronnement. La première
est une vue d'ensemble de la collégiale Saint-Barthélemy. De gauche à droite, on aperçoit la nef, puis le transept, puis le jubé masquant le chœur. De part et d'autre de la nef et du transept ont été érigées des tribunes sur lesquelles s'amassent les spectateurs. Comme pour le couronnement de l'empereur, la couronne est posée sur la tête de l'impératrice par les 3 électeurs ecclésiastiques. L'empereur est assis sur un trône et les 4 électeurs laïcs sont assis sur des stalles le long de la nef. La deuxième gravure présente une scène semblable, mais vue de plus près. On y retrouve l'empereur assis sur son trône, les 3 électeurs laïcs, ainsi que les 3 électeurs ecclésiastiques couronnant la nouvelle impératrice. Enfin, est organisé un nouveau banquet. Pour celui-ci, la nouvelle impératrice est assise à côté de son mari.